tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. On retourne à la fin des années 90 aujourd'hui avec un film qu'on a déjà évoqué à droite à gauche dans le podcast et qui méritait amplement son épisode dédié. Un film qui a cartonné à la fois au box-office et en vidéo à l'époque. Un film où un génie exauce vos vœux de la pire des façons, c'est Wishmaster réalisé par Robert Kurtzman en 1997. Faites attention à cette caisse, elle vaut une fortune! Depuis des siècles, il est resté caché. Il observe. Il attend. Aujourd'hui, il arrive. Il connaît vos espoirs secrets. Il voit au plus profond de vos rêves. Et il peut exaucer tous vos souhaits. Ça me rappelle la dernière soirée d'un monarque dont on a parlé pendant plusieurs siècles. Oh Seigneur, comme j'aimerais que ma soirée soit ainsi. J'aimerais que ma beauté soit éternelle. Même si cela doit vous tuer. Que votre vœu soit exaucé. Ça en valait la peine. Implorez pour votre vie. Priez pour votre âme. Mais quoi que vous fassiez, On fait une partie Alex. ne formulez pas de vœux. Wishmaster. Priez pour qu'il n'exauce jamais vos souhaits. Dans Wishmaster, Alexandra Anderson délivre malgré elle une pierre précieuse, un djinn, entité diabolique qui vole l'âme de ses victimes en exauçant leurs vœux de la pire des manières. Vous désirez la beauté éternelle ? Bam, vous voilà transformé en mannequin de plastique pour l'éternité. Aïe aïe aïe. Une certaine vision de l'enfer à chaque fois que le djinn exauce un vœu, et Alexandra devra réussir à trouver un moyen de le renfermer dans sa pierre précieuse originelle avant qu'il ne libère l'enfer sur Terre. Wishmaster, avant de devenir le film qu'on connaît, est de base un film de commande par plusieurs producteurs indépendants, dont Pierre David, producteur principal du projet, qui était déjà derrière la franchise des Scanners, parce que oui c'est une franchise, ou encore le dentiste de Brian Yuzna. L'idée était de faire un film avec un génie maléfique au centre de l'intrigue. Avec cette idée écrite sur un post-it, l'écriture du projet a été proposée au scénariste Peter Atkins, connu pour son travail sur les films Hellraiser. Au début, Atkins était sceptique et trouvait l'idée complètement absurde, cependant, l'offre d'une rémunération très intéressante l'a, étrangement motivé, à accepter l'offre. Il a donc écrit une première version du script en se basant sur quelques notions de la mythologie des djinns, une version du script qu'il dira pleine de conneries, chose à laquelle les producteurs ont répondu « oui, mais c'est de la bonne connerie », et le projet fut validé. Plusieurs réalisateurs ont été appelés par le studio pour pitcher leur vision du film. Parmi eux, un certain Jack Sholder, déjà réalisateur de Freddy 2 et du très bon The Hidden, qui au final refusera la réalisation du film pour laisser la place à Robert Kurtzman, qui signe ici son premier long métrage après une longue carrière dans les effets spéciaux sur des films comme Evil Dead 2, 3, Tremors ou encore Scream, pour n'en citer que quelques-uns. Il était le choix préféré des producteurs du film car, à la lecture du scénario, il leur était clair qu'il allait falloir un réalisateur qui a de l'expérience dans les effets spéciaux pour gérer un tournage d'une telle envergure, tant il y a de scènes qui nécessitent des effets spéciaux réels comme numériques. Le film était tellement gourmand en termes d'effets spéciaux que toute l'équipe de tournage était mobilisée, producteurs inclus, pour y mettre les mains et aider les équipes débordées. Un tournage mouvementé qui a été ponctué de problèmes, de cambriolages, de blessures qui terminent à l'hôpital, bref un énorme bordel sur lequel on va revenir aujourd'hui en détail. Parmi les aides précieuses qui ont fait que Wishmaster a pu terminer sa production malgré les problèmes, on note la présence d'un certain Wes Craven, petit réalisateur débutant qui avait déjà tourné quelques petits films comme Scream ou Les Griffes de la Nuit. En effet, pour apporter du poids au projet et ainsi mieux le vendre, les producteurs du film ont fait appel à plusieurs grands réalisateurs pour devenir producteurs exécutifs sur le projet. Parmi eux, John Carpenter, entre autres, qui a évidemment refusé, sans doute car il était trop occupé à rien foutre sur son canapé en regardant le basket. Et au final, c'est Wes Craven qui a dit oui à l'offre et qui est venu apporter son aide pour relire le script, aider pendant quelques jours de tournage, et le réalisateur Robert Kurtzman expliquera plus tard qu'il a été une aide très précieuse lors de la post-production du film, et qu'il a principalement apporté son expertise sur le montage principalement. Cependant, malgré tous ces problèmes de production, les projections test du film furent tellement bonnes que le studio a décidé de sortir le film en salle, alors qu'il était de base destiné au marché de la vidéo. Avec son petit budget de 6 millions de dollars, Wishmaster devint finalement un des films indépendants les plus lucratifs de l'année 1997, et est ensuite devenu un énorme succès en vidéo, donnant naissance à une franchise sur laquelle on va évidemment aussi revenir rapidement.
Le film fut aussi un petit succès critique et a vite obtenu un statut culte pour beaucoup de fans d'horreur à cause de son boogeyman parfaitement interprété par Andrew Divoff et en partie à cause de la présence d'une tonne de caméos de stars du cinéma de genre dans le film. Bref, Witchmaster c'est un film inévitable pour jumpscare et pour exaucer tous vos vœux ce soir, nous sommes en présence de Dario. Bonsoir. Comment ça va Dario ? Ça va mieux. C'est mieux. Est-ce que t'es prêt à exaucer le vœu de l'audience et enfin aimer un film du podcast ce soir ? Accordé. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Et moi-même, Romain, votre hôte et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Première chose importante ce soir, cet épisode est en partenariat avec les éditions Faute de Frappe, éditeur de livres indépendants qui privilégient les circuits courts et une juste rémunération des différents acteurs de la chaîne du livre. Et Faute de Frappe, ils aiment beaucoup l'horreur à tel point qu'ils ont lancé une collection de livres de poche horrifiques remplis de novélisations, d'inédits et de rééditions de classiques. Et parmi eux, la novélisation de Wishmaster, qu'ils nous ont fait parvenir gentiment pour l'occasion. Ils nous ont contactés pour savoir si ça nous intéressait d'en parler, et évidemment on a sauté sur l'occasion. On y reviendra en deuxième partie d'émission, mais on tient à les remercier pour l'opportunité de pouvoir dire « Oui, je lis Wishmaster pour le boulot ». Mylène, pour commencer, toi qui es fan de Wes Craven, lui qui a été une grosse aide sur ce projet, est-ce que ça fait sens que Craven ait accepté ce projet à l'époque ? Alors la première fois que je l'ai vu, je t'aurais dit non. Je t'aurais dit je me suis fait rouler totalement. C'est-à-dire que j'ai vu Wishmaster comme beaucoup de gens parce que j'avais vu Wes Craven écrit en gros. J'ai pas été foutue de lire que c'était marqué présente. Et à l'époque, j'étais vraiment persuadée que c'était lui qui avait réalisé le film. Et j'avoue que j'étais un peu surprise. J'ai pas trop compris ce que je regardais. Maintenant, avec le recul, pour moi, ça fait totalement sens parce que je vais faire un petit point sur le slasher. Je suis désolée. Mais voilà, Wes Craven, sans le slasher, c'est pas Wes Craven. Mais Wes Craven, petit rappel, en 84, il sort quand même Freddy, donc le premier Freddy, Les Griffes de la Nuit, à une époque où le slasher, il est vraiment à l'agonie et on est en fin d'âge d'or. Et du coup, lui, il va vraiment introduire le slasher fantastique. Et à partir de là, tous les boogeyman, en fait, qui n'étaient pas déjà fantastiques ou pas prononcés dans le fantastique, vont en fait prendre des codes du fantastique. Donc que ça soit Jason, que ça soit Michael Myers, c'est des boogeyman dont l'aspect de résurrection fantastique va vraiment être appuyé avec l'apparition de Freddy qui va vraiment introduire en fait ces codes-là dans un genre qui normalement est vraiment dans le quotidien, dans le réel, même si voilà, encore une fois, on est face à des boogeyman qui sont censés survivre à tout. Hein. Mais il y a quand même cette notion de c'est palpable, c'est le réel. Et donc à partir de là, on va vraiment avoir une modification du genre du slasher et de l'horreur en général, parce que même si le slasher c'est vraiment un genre qui est très foisonnant dans les années 80, il n'y a pas que du slasher. Hein. Et même si moi je vois que ça, il n'y a pas que ça effectivement. Et à partir des années 90, à partir des années 90, ça devient de plus en plus compliqué pour le genre de l'horreur en général et notamment aussi pour le slasher, parce que même si Freddy l'a permis de relancer le slasher fantastique, d'introduire une espèce d'hybridation entre les genres et de créer des espèces de mix. Par exemple, un film comme Candyman, en fait, qui va commencer comme un slasher et partir dans un tout autre aspect. Vraiment, ça va créer en fait des hybridations dans le slasher et permettre de le renouveler. L'horreur, c'est très compliqué. On a du mal à renouveler les figures horrifiques. C'est beaucoup en fait des suites de franchises qui sont un peu douteuses. On va avoir notamment la fin de Freddy, qui est pas un très bon film, voilà, il faut se l'avouer. Désolée Rachel Talalay, mais c'est un échec. Et voilà, en fait, là vraiment, on est sur encore une fois une longue agonie. On va avoir en 91 le film Popcorn, qui est au néo-slasher ce que serait Black Christmas pour les débuts des slashers, c'est-à-dire le premier néo-slasher. Là, c'est un film du coup qui va faire un hommage au film de William Castle. C'est des petits adolescents qui vont en fait essayer d'avoir des fonds et faire une nuit d'horreur où en fait ils vont diffuser plein de films qui ressemblent justement à des œuvres de William Castle. Et en fait tous les ados vont se faire tuer avec des éléments de décor. C'est un film qui est très fun et qui malheureusement à l'époque n'a pas forcément trouvé son public parce que justement il sort dans un espèce d'entre-deux. Et enfin en 94 on va avoir Freddy sort de la nuit, qui est l'ultime opus du coup de la franchise des Freddy, même si par la suite on va avoir un remake et un crossover. Là c'est vraiment l'ultime opus où Wes Craven va reprendre les rênes
et va faire un opus totalement différent de ce qu'on avait pu voir par la suite, parce que Freddy, même si les suites sont pas toujours parfaites, on va avoir une espèce de cohérence et on va vraiment avoir la continuité des aventures de Freddy. Là, avec Freddy sort de la nuit, Wes Craven nous propose un film qui est méta avant l'heure, qui est méta avant Scream, avant les néo-slashers, et il propose en fait de créer une autre entité. En fait, Freddy Krueger, c'est pas vraiment Freddy Krueger, c'est une entité créée par Wes Craven qui veut pas vraiment laisser son auteur, qui veut pas vraiment mourir. Et du coup, on va avoir vraiment une autre dimension, des plans qui vont annoncer justement Scream. Et le film, là, va être un peu le cul entre deux chaises, parce qu'encore une fois, il sort pas durant la meilleure période. Et c'est finalement, quand en 96, on aura Scream, que là, on va avoir un espèce de renouveau qui va vraiment fonctionner, comme en fait Freddy avait fait à l'époque en 84. Avec Scream, on va avoir vraiment... en fait, je pense que Scream a eu la portée qu'ont pas eu les autres films avant, même s'ils ont permis en fait d'avancer un petit peu quelque chose. Avec Scream, on va avoir un espèce de renouveau dans le slasher et dans l'horreur. Et du coup, ça va être le premier néo-slasher. Là, on va bien connaître les codes des anciennes générations. On va avoir du recul sur le genre du slasher, sur le genre de l'horreur. Ici, Wes Craven recrée en fait des figures féminines qui sont plus féministes, qui sont plus travaillées, qui en fait sont vraiment aux antipodes de ce qu'on peut avoir dans les années 70 ou 80. On va laisser en fait la Scream Queen un petit peu concon pour vraiment avoir une Final Girl victorieuse, et on va avoir plein de références à l'ancienne génération, à l'âge d'or. Et du coup, c'est là où je viens à Wishmaster, qui sort 1 an plus tard. Ici, avec Wishmaster, on est totalement dans la continuité de Scream, en fait, qui va vraiment proposer une nouvelle vague au slasher, mais plus largement en fait au genre de l'horreur. Avec Scream, on va avoir un espèce de renouveau qui va s'adresser à une nouvelle génération qui soit en fait a déjà connaissance des codes du coup de l'âge d'or de l'horreur, ou a envie de les connaître. Et là, Wishmaster, c'est un film qui est totalement plein de références, mais pas forcément des références comme dans Scream, où là on va être sur des petits clins d'œil, plutôt dans des références en termes de citations. Là, on va avoir des références en termes d'apparition d'acteurs. Je vais pas aller dans le détail, mais c'est plus vraiment pour moi un espèce d'hommage au Boogeyman fantastique. On a un espèce d'hommage à Candyman, à Jason. Il y a vraiment une vision en fait autour des Boogeyman dans Wishmaster, et pour moi, je trouve pas ça déconnant, dans le sens où Wishmaster tente aussi de créer un nouveau Boogeyman à une époque où justement on est en manque de ces nouvelles figures. Et là, avec le Djinn, on va vraiment être là-dedans. Pour moi, on a vraiment une tentative de reprendre le méta de Scream, de surfer sur cette vague-là, de la poser sur plus, donc en général, l'horreur et les Boogeyman, pour installer un nouveau Boogeyman et essayer de mettre en place un peu un film dans le style de Waxworks, avec des espèces de tableaux horrifiques, où finalement, en fait, ça va être qu'un enchaînement de petites scénettes avec des différents lieux, dans le fait de mettre en place plein de mises à mort, de scènes un peu improbables dans des lieux différents. Et je trouve que ça marche assez bien. Après, il faut prendre le film pour ce qu'il est. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, non. Mais c'est un film popcorn très sympathique. Et oui, avec ce petit tunnel sur le slasher, pour en revenir à ça, Wes Craven, il a bien sa place là-dedans. Parce que Wishmaster tente, pour moi je dirais tente, parce que ça marche pas totalement, d'être pour le genre de l'horreur et le genre des Boogeyman, ce qu'est un Scream ou un Freddy. C'est pas totalement réussi, mais du coup c'est pas déconnant que Wes Craven soit là pour chapeauter le projet. Et c'est pas déconnant non plus qu'on ait Robert Englund dans le projet. Mais c'est vrai que, contrairement à Scream, qui en fait propose une nouvelle génération, en fait respecte les bases, mais va proposer quelque chose de nouveau, finalement, en fait, Wishmaster, ils sont un peu le vieux torchon, quoi. Il y a un côté où, en fait, on tente de proposer un nouveau Boogeyman, mais c'est un peu un film de boomer, quand même. Parce qu'en fait, le film renouvelle pas grand-chose. Son personnage féminin est quand même intéressant. On peut pas dire qu'il est nul, il est juste mouais. Mais contrairement à Scream, en fait, il a pas vraiment compris le principe. Faire du méta, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il suffit pas de faire plein de références et de dire « Ah, trop cool, j'ai la ref !» Donc voilà, il suffit pas de faire ça. Malheureusement, si on veut réussir un film méta, il faut vraiment avoir conscience de ce qu'est le genre et avoir du recul sur ce dernier. Et c'est d'ailleurs pour ça que Scream 5, ça marche pas très très bien, parce qu'il n'y a pas assez de recul. Donc là, pour moi, Wishmaster, il tente... c'est de la merde aussi. Oui, c'est de la merde aussi. Wishmaster tente en fait de maîtriser
un renouveau et de recréer un espèce d'hasard heureux, parce que Scream, c'est un peu ça aussi, c'est la combinaison entre Williamson et Wes Craven. Et malheureusement, il suffit pas de mettre tous tes boogeyman préférés et tes super-héros préférés, tes super méchants dans un film en mettant plein de petits clins d'œil pour réussir à relancer quelque chose. On va rester sur un mouet. C'est pas horrible, c'est pas désagréable comme film, mais c'est un petit film de gueule de bois, quoi. Film de gueule de bois qui sent le torchon, voilà. C'est parfait. T'as parlé d'un personnage féminin mouet, qui est interprété par Tammy Lorraine, dont le pic de carrière, c'est le flic de Shanghai, incroyable série au passage, j'en profite pour le placer là pour les fins connaisseurs que vous êtes. Faut savoir un truc, c'est qu'elle s'est ramenée assez tard sur le projet, que la pauvre, elle a pas forcément eu le temps qu'elle voulait pour se mettre dans le rôle, puisque de base, le studio voulait une autre actrice qu'ils ont harcelée pendant un petit moment, mais qui a refusé. On sait pas trop pourquoi, mais de base, ils voulaient Dina Meyer, qui sortait tout juste de Starship Troopers, et qui avait un petit peu de fame, et qui est une excellente actrice aussi, qu'on verra dans plein d'autres films, Piranha 3D, Saw, et plein d'autres choses. Et au final, elle a dit non. Et du coup, Tammy Lorraine s'est retrouvée à débarquer un petit peu au hasard, juste avant le tournage. Ça avait beau être le choix original du réalisateur, elle a pas eu le temps de se mettre bien dedans. Ce qui joue un petit peu parce que... Mais après, je trouve pas qu'elle joue mal, hein. Je trouve pas qu'elle joue mal, et c'est intéressant de voir une meuf qui soit dans le domaine un peu de l'histoire de l'art. Enfin, moi, je l'avais découvert à l'époque où j'étais en études là-dedans, et je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà, elle est pas écrite à fond, mais elle est pas déconnante, quoi. C'est très cohérent, mais la pauvre s'est retrouvée avec un scénario qui a pas des dialogues très très bons. Le film a plein de qualités, on va les citer ensuite, mais les dialogues de ce personnage ne l'aident pas. Donc la pauvre s'est retrouvée un peu avec ça au dernier moment, et ça explique selon moi un petit peu cette performance qui est pas non plus fofolle, et ce personnage qui est pas non plus la resta du film. Souvent la Final Girl est quand même à la hauteur du Boogeyman, et là pour le coup elle se fait vite éclipser, je trouve, quoi. C'est pas pire que la Final Girl du 2, on y reviendra après. Après, ce que je trouve chouette, c'est qu'elle sauve pas son mec, elle sauve sa sœur. Ça, c'est sympa quand même. Ouais. Ça change. Donc toi, Lily, par contre, t'avais un avis très différent sur ce que vient de dire Mylène. Oui et non, parce que je dois bien avouer que mon véritable avis sur le film, c'est marrant, j'aime bien. Parce que c'est clairement un truc à mater la main dans le slip en se grattant les valseuses. Je reconnais que c'est pas un chef-d'œuvre, voilà. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Oui, bah, quand il fait 30 degrés, tu te mets un petit Wishmaster. C'est ça, les valseuses sont grattées, voilà. Wishmaster est lancé. Un petit Magnum amande, voilà. Et comme Mylène, je reconnais que c'est pas un chef-d'œuvre. Il y a notamment beaucoup d'effets numériques, comme t'as dit, Romain, qui ont assez mal vieilli, on va se l'avouer. Mais rien n'y fait, le temps a beau passer, j'aime quand même bien Wishmaster. Je dirais même qu'il se bonifie avec le temps, parce qu'il a une patte super kitsch volontaire, qui devient encore plus kitsch avec les années. Il a une esthétique un peu téléfilm, qui est volontaire encore une fois, parce qu'il veut imiter de la série B des années 80. La série B des années 80 qui incluait beaucoup de choses en direct ou VHS, comme ce que faisait Empire Pictures, la Full Moon par la suite, voire même un petit peu Eurociné chez nous, et qui avait ce même cachet un peu toc et kitsch. Et je cite pas la Full Moon par hasard d'ailleurs, parce qu'ils ont produit un film de David Decotto qui repose sur le même principe du mauvais jean, à savoir le fabuleux Sorority Babes in the Slime Ball Bolorama. Voilà. Donc tout ça, c'est très Lilycore, donc forcément j'adhère. Et je dirais même que Wishmaster, contrairement à Mylène, je trouve que c'est l'un des meilleurs petits hommages à ce type de production que je connaisse. Certainement parce qu'il a été produit et réalisé par des gens qui ont œuvré dans ce genre de série B, qui maîtrisent du coup assez bien le référentiel. Et je savais que Mylène allait nous dire, il y a eu Scream avant, il y a eu Popcorn avant, il y a eu Freddy sort de la nuit avant. Mais moi je trouve que Wishmaster, il fait pas vraiment la même chose. Déjà, il est pas aussi méta que Scream. Il flatte le spectateur initié avec des petites refs et des easter eggs par-ci par-là, certes, mais il joue pas tellement sur des codes établis avec le spectateur. On est davantage dans l'hommage que dans le méta, et on se fait plaisir parce que les refs, elles sont pas toujours super grand public. On puise bien plus dans la niche à destination des amateurs de la niche. Par exemple, quand t'as Ken Hodder qui joue un agent de sécurité ou Tom Savini qui fait un petit caméo, s'il y a sûrement beaucoup de gens qui ont reconnu Robert Englund ou Pazuzu dans le décor,
je pense qu'il y en a un peu moins qui savent qui sont Ken Hodder ou Tom Savini. Alors que Scream, il va taper dans des rêves plus obvious pour toucher à un public plus large, ce qui le rend pas moins bon de ce point de vue-là, certainement pas. Juste, ils reposent tous les deux sur une culture partagée avec le spectateur, mais ils n'en font pas la même chose. De même, Scream, il a des aspects un petit peu parodiques, ce que ne fait pas Wishmaster, qui contient plutôt un humour assez noir, un peu potache, qui est un héritage des séries B qui limite. Il est pas vraiment dans la parodie, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je prends une pâte feuilletée et que j'étale des pommes dessus, ça fait une tarte aux pommes. Où tu vas, là? Où tu vas? On parle toujours de film ou pas, là? On parle toujours de film d'horreur. J'y arrive. Je prends une autre pâte feuilletée, j'étale des sneakers dessus. Ça fait une tarte aux sneakers. Dans les deux cas, ça existe. Dans les deux cas, c'est la même base. C'est bien deux tartes, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. J'adore la tarte aux pommes, comme Scream, c'est un classique, c'est toujours délicieux. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le vice. Ce qui pousse à me dire, la tarte aux sneakers, c'est Wishmaster, c'est gras, c'est pas de la grande cuisine, c'est même un petit peu dégueulasse. Mais de temps en temps, j'aime bien m'empiffrer de manière un peu sale. C'est quoi, j'y croyais pas du tout à cette Ouais. analogie. Et sur la fin, tu m'as eu. Voilà, donc Elle je commence prends un un problème grand... de maths. Donc je prends un grand plaisir à me délecter de Wishmaster, qui, s'il n'est pas parfait, est quand même fun et assez malin finalement, je trouve, parce que dans toute cette vague un peu hommage méta qu'on a eu après Scream, avec toute la vague du néo-slasher notamment, au milieu de tout ça, il se démarque un peu en proposant autre chose. Puis surtout, malgré tout son référentiel et sa dimension d'hommage, qui lui donne une saveur particulière, ça, c'est les cacahuètes du sneakers, il propose quand même un scénario de film d'horreur différent d'un slasher, ce qu'on avait beaucoup à l'époque, et un scénario qui se tient même si t'enlèves toutes les références. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément en cinéma d'horreur peut quand même suivre et apprécier Wishmaster, aussi parce qu'il y a des trucs vraiment sympathiques dans le film. Clairement, Andrew Divoff, qui joue le djinn, il tient 90% du film sur ses épaules. Il est incroyable. Oui, il est fou. Oui, ouais. Aussi, je trouve que quand le djinn apparaît pour la première fois en rampant sur le sol dans le laboratoire, la bestiole est plutôt pas mal. Elle est un peu dégueu, elle sointe un peu, elle est assez sympa. Puis, il y a quelques vœux assez marrants dans l'idée. Par exemple, moi, j'aime bien l'évasion à la Houdini quand le mec de la sécurité souhaite s'échapper. Donc, je trouve que c'est un hommage sympathique à la série B qui fait tout ce qu'on apprécie dans une série B un peu concon et fun. De ce fait, pour moi, la promesse est tenue. Je dirais même plus, le vœu est exaucé. Voilà. C'est beau. Oh là là. T'as mis le doigt sur quelque chose concernant l'aspect très 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 série B, type Full Moon, David de Coteau et compagnie. Il faut savoir que les producteurs du film, quand ils se sont unis pour le financer, il y en a un dans le lot, c'est un ancien de la New World Pictures, qui a du coup une belle expérience, qui est un studio de Roger Corman, qui est le roi de la série B de Cheapos. Donc c'est pas anodin. Ouais, moi je trouve que côté esthétique, je trouve qu'il a un truc à la Sorority Babes, où en fait t'as pas beaucoup de décors, c'est très plan-plan. C'est gris. Ouais, mais dans le cas présent, en fait, le talent du réalisateur, il a cherché ailleurs. C'est ça. Il a cherché au niveau des FX, quoi. Parce qu'effectivement, ça fait téléfilm, mais par contre, niveau FX, je pense qu'on en C'est parlera un petit peu film après, mais de mec c'est de VFX comme il y en a des tonnes. On en a déjà parlé dans le podcast. Je pense à Michael Lantieri qui a fait Komodo. Un film de mec de VFX. Let's go. Komodo mentionné, c'est bon, tout va bien. Dario, on peut il continuer. dormait, il vient de se réveiller là. hein. Let's go. Il est en Il a forme. haussé les yeux. Allez sur le Discord. On fera un Il se point passe sur des le choses avec Discord Komodo. de Oscar en fin d'émission. C'est n'importe quoi ce qui se passe actuellement dessus. On va quand même te laisser la parole avant qu'on fasse un petit point sur les VFX du film et compagnie. Toi, Dario, c'était une découverte, il me semble, le film Tarte aux pommes ou Tarte aux sneakers. Alors, encore une fois, je vais peut-être pas être de l'avis de Mylène, mais je pense qu'on commence Surprise. à être un peu habitué. Moi, tu vois, Mylène, je suis d'accord dans le sens où oui, c'est un film un peu cheesy, etc. Mais je pense, comme Lily, qu'il essaye pas de réinventer la roue, il essaye pas d'être un deuxième Scream. Pour moi, c'est vraiment... il faut le prendre comme il est, le film, et j'avoue que j'ai passé plutôt un très bon moment devant ce film. Je lui reconnais évidemment les défauts qu'il a, dont on va sûrement parler un petit peu ensuite, mais bon, moi il m'accueille en fait, parce que le film c'est quand même une petite avalanche de fanservice, donc je sais pas si on va tout citer, mais
J'avais pris des petites notes quand même, parce que je travaille un petit peu. Évidemment, on a parlé déjà de Kane Hodder, mais il y a aussi Ted Raimi, qui a un tout petit rôle, donc le frère de Sam Raimi, qui joue aussi dans Evil Dead sous des amas de plastique. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Tony Todd, donc Candyman. J'ai noté quoi d'autre ? On a dit Tom Savini. Il y a également Pazuzu de l'Exorciste qui fait un petit caméo à la fin dans le coffre-fort avec toutes les statues. Il y a Pazuzu avec sa grosse et les cacahuètes. Un caméo. un caméo qu'on a que chez nous, et je pense qu'on peut dire Cocorico, c'est Richard Darbois. Incroyable. Il fait la voix du Djinn. Alors moi je l'ai vu en VF le film parce que je l'ai regardé sur Molotov TV, parce qu'il est gratuit sur Molotov TV. C'est la première fois de ma vie que j'utilisais ce truc. C'est pas ouf Molotov TV, les sous-titres en fait étaient pas du tout bien calés, tu peux pas les changer toi-même, donc je me suis dit Et t'as les pubs. Et en plus il y a les pubs évidemment. Du coup je me suis dit je vais le mettre en VF alors, et j'étais très agréablement surpris de voir que c'était Richard Darbois qui faisait la voix du Djinn. Évidemment je pense que tout le monde le sait, mais Richard Darbois c'est aussi celui qui fait la voix du génie dans Aladdin, entre autres. Et du coup j'avoue que avoir casté ce gars-là, je trouve que c'est un petit coup de génie de la part des gens qui sont occupés de la VF. Peut-être que tout le budget y est passé d'ailleurs, parce que le reste de la VF était pas au top, j'avoue. Pour en revenir au caméo, on a aussi Robert Englund, bien sûr, Freddy lui-même. Quasiment plus un caméo. Ouais. C'est plus un second rôle qu'un caméo, mais fait toujours bizarre de le voir normalement. Il était lui-même très heureux d'enfin jouer un protagoniste sans maquillage. Avec parce qu'il en avait ras le cul à force. Et il est venu sur le projet en demandant au réalisateur: est-ce que je vais porter du maquillage dans le film ? Et quand on lui a dit le non, trauma, tu sais, il en peut plus. Bon. En plus, les rôles s'inversent parce qu'il joue une victime d'un boogeyman maquillé. Et du coup, j'avais aussi noté, bien sûr, Harry Manfredini, qui est celui qui a fait notamment la musique de Vendredi 13. Il y a le mec de Fantasme aussi. J'ai oublié son nom, mais il y a le mec de Fantasme. Mathieu, il en a un. Ouais. Il y a deux caméos de Fantasme. Attends, oui. Mathieu, lance-toi. Mathieu, t'es parti. Oui, au niveau des caméos restants, comme disait Lily, en fait, c'est un film qui est à destination des fans de cinéma d'horreur, mais aussi de fans de cinéma d'horreur un peu plus déviant, un peu plus bis, quoi. Il y a notamment un acteur qui s'appelle Joseph Pilato. Ouais. Alors j'ai mis un petit moment à le reconnaître, mais en fait Joseph Pilato, c'est le méchant dans Le Jour des Morts Vivants. Ouais. C'est l'espèce de salopard militaire là qui se fait éventrer et arracher en deux à la fin du film. Et dans Wishmaster, c'est le gars qui vient déposer la pierre au début du film en demandant une somme d'argent en échange, quoi, chez le commissaire-priseur. Voilà, comme vous disiez, en fait, il y avait aussi, en dehors de Robert Englund, Ken Hodder et Tony Todd, il y avait donc Ted Raimi, qui a littéralement 2 phrases dans le film avant de disparaître dans d'atroces souffrances. Mais qui a un rôle décisif. Mais qui a un rôle absolument décisif, ouais. Mais Ted Raimi, ça fait toujours plaisir de le voir avec cette tête d'ahuré dans les films, mais bon, généralement, il reste pas très très longtemps à l'image. Un petit peu plus obscur, on parlait justement de fantasmes. Dans la VO, il y a notamment la voix de Angus Scrimm qui jouait donc le Tallman dans la saga des fantasmes, qui là en fait la voix du narrateur. Et on a aussi le personnage principal de la saga des fantasmes, qui s'appelle Reggie Bannister, et qui dans le film s'appelle Reggie, et qui là joue le rôle du pharmacien, donc le gars qui va mourir d'une espèce de cancer accéléré. Et puisqu'on est en fait dans la scène de la pharmacie, c'est à ce moment-là que, en revoyant le film que je n'avais pas vu depuis au moins 20 ans, si c'est pas plus, je me suis surpris à me dire putain, j'ai l'impression de reconnaître une personne mais qui est totalement floue à l'image. Et je suis revenu en arrière et là je me suis dit putain, c'est Tom Savini. Et vraiment j'ai regardé frame par frame, savoir si c'était lui ou pas, et étant donné que c'est des images mélangées entre elles et que tout est flou, j'avais pas la confirmation à 100% si c'était lui ou pas, mais le gars avait un bout qui était coiffé pareil et tout, ça me semblait pas déconnant, qui est Tom Savini dans un film conçu par Kurtzman, qui fait partie plus ou moins de la même team, de Mackie Horgor en tout cas. Et donc j'étais tout content de ma découverte, et après je suis allé un petit peu voir ce qui se passait sur internet, et j'ai vu que c'était marqué noir sur blanc sur Wikipédia. Mais par contre, ce qui est un petit peu plus intéressant, c'est que parmi tous les caméos du film, qui sont encore une fois très nombreux, il y en a un dont le nom vous évoquera pas forcément grand-chose, mais tout le monde, et je dis bien absolument tout le monde, connaît son visage. C'est un mec qui s'appelle George Buck Flower. Et c'est un gars qui a joué quasiment toujours le même rôle. Dans Wishmaster, il joue justement le clochard. Donc le clochard qui souhaite la mort de Reggie, là, dans la pharmacie. Et ce gars a démarré sa carrière fin 60, début 70, essentiellement dans des petits films érotiques. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les aventures érotiques de Pinocchio, qui est assez gratiné, dans lequel joue une certaine actrice qui s'appelle Diane Thorne. Et Diane Thorne, en fait, on la connaît en tant que fan de cinéma bis déviant pour un rôle très précis qui s'appelle Ilsa.
pour un film très précis qui s'appelle Ilsa, qu'il a mis en scène en tant que tortionnaire nazi. C'est très à la mode en plus en ce moment, enfin bref. Et en fait, dans ce film, donc, joue également, encore une fois, George Buckflower. Et si jamais vous avez vu le film, en fait, on le voit très légèrement pendant l'espace de quelques scènes. À un moment donné, il y a Elsa qui sort d'une espèce de baraque en bois pour accueillir en fait des nouveaux prisonniers. Et à sa droite, il y a un gars qui est en blouse blanche de scientifique. Voilà, c'est ce mec-là. Mais toujours est-il qu'après Ilsa, il va jouer dans Ilsa 2, où là, il jouera une espèce de pestiféré. Et après, il va aller se spécialiser en fait dans les rôles de clochard et d'alcoolique. Et il va être très, très, très souvent employé, notamment chez John Carpenter. C'est lui que Kurt Russell va attraper en croyant que c'est le président dans New York 1997. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène où en fait, Kurt Russell essaie de retrouver une espèce de signal qui provient d'Abrasley. Et en fait, il pense que c'est le président qui l'a toujours avec lui. En fait, non, c'est un clodo qui s'amuse avec. Donc voilà, ça c'est lui. On va le retrouver aussi dans Starman de Carpenter. On va le retrouver dans Invasion Los Angeles. On le voit au début du film en train de regarder la télé, assis dans un canapé, là, dans une espèce de camp de sans-abri. Et on le voit aussi à la fin du film. C'est notamment lui qui est en costard-cravate et qui fait une espèce de visite guidée aux héros dans la base secrète des méchants, avec un petit verre de champagne à la main. On va le retrouver aussi dans un film que j'ai pas vu mais que j'aimerais beaucoup voir, et ça va faire plaisir à Dario, qui s'appelle Curse of Komodo, qui est un de ses derniers films. Pas fait exprès. Il joue également dans The Fog, qui est un chef-d'œuvre, rappelons-le, mais il joue aussi dans un film, et c'est là où je voulais en venir. C'est de la merde. Ça suffit, Mylène. Il joue aussi dans un film que tout le monde a vu. Il joue dans Retour vers le futur. Et dans Retour vers le futur, il fait Red, le SDF, qui se fait réveiller par Marty quand Marty revient dans le présent, à la fin du film. Il y a un plan où on entend la DeLorean en fait revenir dans le présent, et on voit donc ce SDF qui est allongé sur un banc avec des journaux posés par-dessus lui. Le mec se lève, voit que la DeLorean, qui est une bagnole qui s'est encastrée dans la devanture d'une boutique, et après on a un contre-champ sur lui en train de faire encore un ivrogne au volant. Voilà, je pense que tout le monde se rappelle de cette scène. Il a fait que des clochards. Que des clochards quasiment. Clochard professionnel. La SDF exploitation. Sauf dans Sorority Babes in the Slime Ball dont tu parlais tout à l'heure, lié. Ah, lié aussi. Tout est lié. Grande évolution. Tout est lié. Ah bah je crois que le clin d'œil est à Sorority Babes du coup. Je fais un correctif sur ce que tu as dit au niveau des caméos. Joseph Pilato ne joue pas celui qui donne la pierre précieuse aux mecs qui vont l'estimer et compagnie. Il joue le mec bourré de la veille qui renverse son café. Ah ouais sur la machine qui fait tomber le truc sur Ted Raimi. Ah putain. C'est lui. Il a un casque, il a un petit peu de barre et il a pris quelques années et il avait l'air très fatigué. Et en fait, putain, ouais. J'étais persuadé que c'était l'autre là, je l'aurais jamais reconnu. Ouais, ok. Tu tapes Joe Pilato, Wishmaster, c'est screenshot, tu le reconnais directement. Tu reconnais le nez et ce menton, en fait, il a une gueule, cet acteur, et c'est pour ça que son rôle dans Le Jour des Morts Vivants, il fonctionne très bien, c'est qu'il a une gueule de connard, et en fait, tu reconnais directement. Ça, voilà. Et il y a un dernier petit caméo pour les fans de mecs qui font du make-up, mais Robert Kurtzman, le réalisateur, qui a fait du coup beaucoup de maquillage avant sur des grands films, joue dans le film aussi à un instant, c'est le mec qui se fait tuer par un piano. Il y a un piano qui se réveille d'un coup et dont les câbles à l'intérieur prennent vie et décapitent un mec, et c'est lui. Okay. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de caméos, quand même, là-dedans. Le Expendables de l'horreur. C'est ouf, il n'y a aucune meuf. C'est vrai. Ça sent vraiment la couille, et le torchon. Ouais. Pourtant, t'aurais pu placer un petit Linnea Quigley. C'est vrai, il y aurait pu y avoir Stihl et... comment ça s'appelait Michelle Bauer, tu vois, c'était tout à fait cliente de ce genre de film. Bah ouais, il y avait grave moyen. Donc cette avalanche de caméos, en fait, elle participe à un sentiment en fait d'amour en fait du cinéma d'horreur et du cinéma bis. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens, et c'est pour ça que c'est plus une tarte aux sneakers, je pense, parce qu'il y a vraiment enfin, tout est cool dans le film. Genre, en vrai, Frame 2, il y a un espèce de gars qui se fait buter dans le passé, où il y a son squelette qui sort de sa chair, en fait. Et vraiment, ça doit être la deuxième minute du film. Et le squelette, il tape une grosse barre. Et du coup, je me suis relevé direct, je me suis dit, ok, ça va être cool. Alors que les 2 premières minutes, j'étais un peu en mode, ouais, alors qu'est-ce que je regarde là ? Il y a un espèce de long carton sur le lore des jeans et tout, que je lis en diagonale vite fait. Et là, il y a le squelette qui traverse la chair d'un gars. Je fais, ok,
Film, tu as mon attention. Ça se voit qu'en fait le réalisateur c'est un gars des effets spéciaux, parce qu'il y a un soin tout particulier qui a été apporté, je trouve, aux effets spéciaux du film. Surtout les effets en dur. Je trouve que les effets numériques, après je pense que c'est surtout une question d'âge et de budget, parce que le film c'est quand même que 5 millions de dollars. Donc, je vais y revenir juste après sur ça. Ok. Ou pour revenir à ce fameux carton sur le lore des djinns qui m'a un peu ennuyé dès le début, ce que je reprocherais au film, et en même temps c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, c'est que pour une fois on se tape un film avec une malédiction qui est pas basée sur un truc un peu judéo-chrétien, ou un truc qui est un peu plus loin de ce que nous on a l'habitude de voir, je trouve. Et en même temps le film va pas chercher bien loin, et finalement on s'en fout un petit peu de tout le lore des djinns, même si il y a plein de passages où ils essayent un peu d'en parler, etc. Mais bon, je suis pas allé vérifier, mais je suis pas sûr que ce soit hyper véridique tout ce qui est dit sur les djinns. Mais je trouvais ça cool en fait dans le propos de mettre un truc différent, de commencer en Perse en 1100, je sais pas combien, et d'essayer de parler d'une mythologie différente, d'une autre malédiction qu'un truc un peu genre l'antéchrist ou je sais pas quoi. Donc ça, j'avoue que ça m'a fait un petit peu plaisir. Et pour, évidemment, il faut quand même que je parle de Monsieur Divoff, le djinn lui-même, je trouve que il est fantastique. Il crève littéralement l'écran. S'il n'était pas là, le film serait vraiment beaucoup moins bon. En fait, ce que je retiens par contre, et là c'est encore une fois un peu paradoxal avec ce que j'ai dit juste avant, c'est que tous les passages où il est un peu en mode haha, je suis le djinn, je suis un être maléfique, c'est pas les passages que je retiendrai avec lui. Je trouve que c'est 1000 fois mieux, et il est 1000 fois plus intimidant quand il est genre lui-même, quand il a son visage à lui. En humain avec ses grands yeux bleus, ouais, en humain. Ouais. Je trouve que c'est 1000 fois plus efficace, parce qu'il est vraiment habité, quoi. Alors que quand il est en forme de djinn un peu... en fait, ça m'a vraiment fait penser à Power Rangers, quoi. Je trouve qu'il y a un truc de méchant. Ouais, c'est ça. Un méchant de Power Rangers, tu vois, bon, qui est un petit peu plus, un petit peu plus poussé en termes de design, évidemment. Mais ça se voit, il est fourbe, en fait. Mais ouais, je sais pas, j'étais un petit peu... C'est-à-dire que le design est cool, le design du djinn est cool, mais en fait, dans les faits, c'est pas les moments les plus impactants quand on le voit en djinn, je trouve. Surtout qu'en fait... Et encore, c'est pas Wishmaster 4. Hein. T'as pas vu les designs d'après, hein, parce que ça pue. Ouais. Là c'est bien. Là, t'es à l'aise, mec, par rapport aux autres. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, le visage, par contre, est quand même assez travaillé, mais c'est plus le reste du corps, en fait, qui a pas l'air d'appartenir au visage, en fait, du djinn. Du coup, il y a un truc un peu particulier. Il y a un petit côté même sel pour les fans de Dragon Ball Z. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu sel, un truc un peu organique, bizarre. Il y a une sorte d'armure bizarre... Ouais, surtout qu'en plus il a 3 transformations, donc il y a un petit côté sel qui m'a marqué. Et pour finir, la dernière analogie qui va peut-être pas faire plaisir au monde, désolé le monde, mais la fin, moi j'appelle ça une fin code Lyoko. Donc, pas trop le truc, c'est que bon, la fin, c'est finalement elle arrive à faire le vœu qui remet un peu tout en place, et en fait on revient 2 jours avant. Attends, t'es en train de spoiler Code Lyoko ? Tout est... C'est littéralement tous les épisodes de Code Lyoko. Mais chaque épisode de Code Lyoko, c'est ça en fait. J'ai jamais vu. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Et en fait, mais chaque t'es fois... où dans les années 2000 ? J'ai jamais regardé. Qu'est-ce que c'est, Code Lyoko ? Bah, je sais pas, je regardais d'autres trucs. Regardez Scream. En boucle. Et du coup, là, je trouve que c'est toujours un procédé en fait d'écriture qui me dérange un petit peu, parce que ça pue un peu la flemme, je trouve, de faire une fin. Mais en même temps, le film m'a eu pour tout le reste quasiment, et c'est vraiment un film popcorn pour le coup. Je trouve que il est un petit peu le cul entre deux chaises, dans le sens où c'est quasiment un film fantastique. En fait, j'ai vu qu'en France, il est genre interdit au moins de 10 ou 12 ans, un truc comme ça. Alors qu'il y a des effets qui sont quand même vraiment saisissants. Et très très gore. Donc le film a un petit peu un côté film fantastique. Donc c'est quasiment un film que je mettrais au même rang que Fog, dans le sens où tu peux le conseiller à quelqu'un qui est un peu jeune et qui voudrait découvrir le cinéma d'horreur, même si Fog évidemment c'est 1000 fois mieux, parce que Fog est un chef-d'œuvre, on le rappelle. La merde. Mais voilà, je vais pas bouder mon plaisir. Pour une fois, j'avoue que j'ai pris mon pied, malgré des défauts que j'ai cités avant, mais... une petite tarte aux sneakers, je trouve que c'était une belle analogie, même si j'y croyais pas au début. Il aura fallu Wishmaster pour qu'ils disent « j'ai pris mon pied ».
Et après, peut-être que ce qui se passe sur le Discord, ça me met de bonne humeur, et du coup, j'ai plus apprécié. On reviendra sur le sait Discord tout à l'heure. On sait pas. On tease. Je reviens sur ce que tu disais, en fait, déjà sur le maquillage du Jin, qui était un peu différent et un peu... qui altérait le jeu d'Andrew Divoff. Faut savoir que ce maquillage, déjà, il mettait 3h30 pour rentrer dedans. En vrai, ça se voit, je trouve que c'est lourd, quoi. Souvenez-vous de l'interview de Jack Shoulder qu'on a fait, que les auditeurs qui ne l'ont pas écouté peuvent l'écouter. On l'a sorti il y a 2-3 mois avec le réalisateur de Wishmaster 2, qui nous parle de ce maquillage. Quand il est en maquillage de Jin, Andrew Divoff, il est en souffrance. Parce qu'il y a un gros taf de maquillage sur son front, sur ses yeux, les lentilles, elles doivent lui arracher les yeux. Et à plusieurs reprises, en fait, le maquillage l'a blessé. Il y a un plan dans le premier Wishmaster où, à un moment, Alexandra ordonne au Jin de se tirer une balle dans la tête. C'est mon vœu, tire-toi une balle dans la tête. Il prend un gun et il se tire une balle et son crâne explose. Dans le film, l'effet spécial est en numérique et il se reconstitue ensuite avec du morphing. Mais sur le tournage, il devait y avoir une charge sous le maquillage qui a explosé et qui devait faire du coup une grosse explosion de sang à l'ancienne. Le maquillage, le latex était tellement solide qu'en fait, la charge a pété sur le crâne de Divoff sans exploser en extérieur. merde. Donc le pauvre a dû être amené à l'hôpital en 2 spies et ils ont fait ensuite, grâce à la technologie du morphing, qui est une technologie qui commençait à arriver à l'époque et qui est d'ailleurs utilisée partout dans le film, si vous regardez bien, ils ont refait l'effet avec une fausse tête du Jin qui explose et qu'ils ont morphé sur le visage de Divoff, un vieux screenshot. C'est pour ça que c'est un peu bizarre ce plan. Mais voilà, le maquillage était dur à mettre, dur à enlever, c'était 1h30 pour l'enlever, donc bonjour les journées quoi. Lui faisait mal et ça l'a littéralement blessé. C'est vrai que ça sent que c'est lourd. Ça se sent quand même qu'il y a des couches et tout, que c'est épais et tout. C'est pour ça qu'il bouge pas en fait quand il est en jean. Bah oui. Il est debout. C'est ça le côté Power Rangers en fait, où tu sais, t'as l'impression qu'il peut pas lever les bras. Ouais. Tu vois les méchants de Power Rangers où ils ont les épaules un peu bloquées. Bah, il a un peu ce truc là en fait, je trouve. Exactement. C'est pour ça qu'il y a que 4 films aussi. C'est parce qu'il disait qu'il supportait plus le maquillage. Qu'avec l'âge, ça devenait de plus en plus compliqué. Oui. Alors qu'en vrai, pas besoin. Bah ouais, il fait pas les autres après, ouais. C'est ça. Et le maquillage des jeans dans les prochains, en plus, est un peu altéré et de plus en plus léger. C'est horrible. Dans le 2, il est déjà différent. Bah, dans le 3 et 4, ils ont juste pas un mec en gris. Hein. Ils s'en battent les couilles. Il y a juste 2 tubes sur le crâne. Vos gueules, c'est magique. C'est le syndrome de Mystique dans X-Men, qui était un chef-d'œuvre de maquillage dans les premiers, et à la fin, ils ont juste pris Jennifer Lawrence, ils ont tartiné en bleu, ils ont fait c'est bon, t'es Mystique, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Ouais, flemme, c'est bon, les gens, ils ont les codes. Parce que là, il y a ce maquillage qui portait problème pour la réalisation et pour Andrew Divoff, mais à côté, tous les effets spéciaux de plateau merdaient. Faut savoir que, alors déjà, dans les problèmes de tournage, j'ai une liste de fous, hein. Entre un mec qui s'introduit et qui vole que les caméras et qui s'en va, déjà, c'est compliqué pour tourner. Le mec a été récupéré, a été retrouvé plus tard avec les caméras, ça a fait les news et tout, donc tout va bien, il continue à tourner. À la fin, il y a une séquence avec les statues qui explosent. C'est con, là. Ils font exploser des statues en polystyrène dans leur studio. Le studio, il est fermé à clé. Il n'y a pas d'aération. Qu'est-ce qui se passe ? Tout crame. La fumée devient toxique. Ah ouais. Et tu as, dans le making-of, les mecs qui disent « Faut qu'on sorte là, quand même !» Mais il n'y avait pas d'agent de la sécurité, je sais pas, il n'y avait pas un adulte référent, tu vois, pour dire, là, les gars, faut pas faire péter des trucs n'importe comment. Non, mais tu vois tout. Tu vois les mecs courir et d'un coup, tu vois vraiment le studio qui est en flamme totale. Et c'est miraculeux qu'il n'y ait personne qui soit mort. That's fine. Tous les jours, les pauvres en pouvaient plus. Rajoute qu'à côté, ils sont pas satisfaits des effets spéciaux numériques parce qu'en fait, à l'époque, à part ILM Studio, il y avait personne qui faisait des beaux effets spéciaux, ils le disent eux-mêmes. Donc ce qu'ils ont, c'est du morphing fait sur ordinateur cheapos. Pour ça que s'il y a bien un aspect du film qui a vieilli, c'est tout ce qui est numérique. Malheureusement. C'était déjà vieux à l'époque. Après, globalement, ça se tient bien quand même. Enfin, je trouve ça a vieilli, tu vois, mais il y a pire. Franchement... Ça accuse son âge et son budget, quoi, aussi. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça a l'air d'être un petit peu un bordel. C'est pour ça que je dis que c'est miraculeux que personne ne soit mort, parce que le mec avait l'air d'être complètement à l'ouest. Donc voilà. C'est pour ça que ça a été un peu compliqué, et c'est pour ça que Divoff explique à de nombreuses reprises que le maquillage lui cassait les couilles, parce que le mec peut aussi s'enflammer à tout moment. Ce qui est malheureusement le défaut de tous les boogeymen en latex. On va passer
Mathieu, toi, ce film, je pense que tu l'avais déjà vu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'était une bonne redécouverte parce que je l'avais vu à l'époque et je l'avais vu, je crois, sur Canal+. J'ai vérifié la diffusion tout à l'heure. Il est passé en décembre 99 sur Canal+, donc 2 ans après la sortie en salle. Et il était passé à l'époque dans Quartier Interdit. Et tout à l'heure, je crois que c'est Dario qui parlait en fait de est-ce que le film était moins de 10, moins de 12, moins de 16. Je pense que c'était moins de 16. Moi, j'ai le souvenir en tout cas que le film était donc passé très très tard dans Quartier Interdit justement, avec cette espèce de petit logo rouge là qui stipulait comme quoi le film était interdit moins de 16 ans. Ce que je voulais dire, c'est que sur Molotov TV, il est interdit au moins de 12 ans. Ah oui, mais entre-temps, ça a beaucoup changé. C'est juste ça. Il y a même pas mal de films qui sont moins de 12 quand ils sortent en salle et qui après sortaient avec plus rien du tout, tu vois, ou alors juste un moins de 10 ou quoi. Enfin bref, toujours est-il qu'à l'époque, quand je l'ai vu, j'avais trouvé ça sympathique, mais ça m'avait pas forcément laissé un très très grand souvenir. Je crois que je me suis peut-être aussi un petit peu endormi devant et je m'étais vaguement réveillé vers la fin quand ça commençait à dégénérer et qu'il y avait un petit peu des morts dans tous les sens. Mais voilà, j'étais un foutu de raconter ce que j'avais vu dans le détail. Donc là, ça m'a fait assez plaisir de le revoir et j'avoue que c'était une très très bonne redécouverte dans le sens où effectivement le film a vieilli sur plusieurs aspects. Effectivement, il est très ancré dans les années 90 d'un point de vue des effets spéciaux numériques et par rapport à ce que disait Mylène aussi par rapport à Scream, donc qui est sorti un an avant. Mais après, je pense que le film avec lequel il faut peut-être il faut en tout cas plus le mettre en comparaison, c'est pas forcément Scream, qu'un film qui est sorti donc un an avant, la même année que Scream, et qui est en l'occurrence Une nuit en enfer. Pourquoi Une nuit en enfer? C'est que à la base, Robert Kurtzman, qui est donc un des grands noms du maquillage à Hollywood, c'est un mec qui en 1988 va fonder un studio qui s'appelle KNB, c'est l'abréviation de Kurtzman, Grégory Nicotero pour le N et Howard Berger pour le B, donc 3 grands noms en fait du maquillage pour les films fantastiques et les films gore. Et en fait ces mecs-là vont faire tous les meilleurs maquillages des films de genre des années 90 et vont se rapprocher de pas mal de réalisateurs, notamment Quentin Tarantino, qui à l'époque où il était encore dans son vidéoclub, donc Video Archives, va relire un scénario qui a été écrit par Robert Kurtzman, qui est donc le scénario de Une nuit en enfer, et Tarantino va retravailler donc la première partie, parce que si vous avez vu Une nuit en enfer, vous vous rappelez très bien que le film est vraiment scindé en 2 parties distinctes. La première ressemble clairement à un film de Tarantino, avec des mecs habillés en costard-cravate et tout, qui font des références à tout va, plein de petits clins d'œil, plein de petits personnages, de petits machins qui reviendront dans les films suivants de Tarantino, et une seconde partie beaucoup plus vénère, beaucoup plus série B, film de monstres à l'ancienne, avec des espèces de vampires cannibales dégueulasses, et ça canarde et ça saigne dans tous les sens. Donc ça, c'était ce qu'avait écrit Kurtzman à la base, et ce truc-là en fait va traîner pendant un long moment. Tarantino va refuser de réaliser le film. Il va par contre être intéressé par le fait de jouer un rôle dans le film en question. Entre-temps, en 92, il va aller dans un festival où il va rencontrer Robert Rodriguez. Les deux vont très bien s'entendre. Et à partir du moment où Tarantino aura fait le Pulp Fiction et que les studios vont le presser pour tourner autre chose, il va dire « J'ai pas forcément envie de tourner Une nuit en enfer, même si j'ai retravaillé le scénario. Par contre, j'aimerais que la personne qui a écrit le truc de base en assure les effets spéciaux et que ça soit mon pote que j'ai rencontré il y a pas longtemps dans un festival, Robert Rodriguez, qui réalise le film. » Et je pense que, enfin ça c'est petite théorie personnelle, le côté série B vraiment débridé qu'a Une nuit en enfer, avec cette espèce de côté réunion de potes, parce que outre Tarantino, outre les mecs de KNB, il y a aussi des petites apparitions de Tom Savini, voilà, de Fred Williamson, qui est aussi un des grands noms du Tom Savini avec sa ceinture tub là, mitraille. Ouais, avec la bite mitraille, sa bite revolver là. D'ailleurs, Tom Savini, en fait, quand vous le croisez en convention, enfin en tout cas à l'époque c'était comme ça, quand il te donne sa petite carte et tout avec son adresse mail et compagnie, c'est pas une photo de lui en mode photo professionnelle ou quoi, c'est une photo qui provient d'une nuit en enfer, quoi. C'est vraiment ce rôle, ça l'a marqué, quoi. Enfin bref. Et moi je pense qu'il y avait peut-être une petite part de frustration de la part de Robert Kurtzman que de voir Tarantino réaliser un film qui était à la base son idée à lui et accoucher d'un truc en fait qui est très cool, parce que même si à l'époque Une nuit en enfer ça n'a pas autant marché que Scream ou quoi, ça reste quand même un film qui est devenu assez reconnu et presque culte assez vite, et je pense qu'il a voulu, via la réalisation de Wishmaster, essayer de retrouver un petit peu cette ambiance, et c'est aussi pour ça je pense qu'il a
convoquer en fait tous ses potes, quoi, parce qu'on a parlé de Robert Englund, de Ted Raimi, de Ken Hodder, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc de allez, j'ai envie de refaire ce que j'ai vécu en tant que maquilleur sur ce film qui aurait dû être le mien, mais ce coup-ci maintenant je suis et réalisateur et créateur des effets spéciaux, donc je vais me faire plaisir, je vais inviter tous mes potes et je vais faire un film, une série B, je vais réaliser la commande en fait qu'on m'a donnée, mais je vais en faire un film qui va me faire kiffer, donc un film de maquilleur avant tout. Et c'est pour ça que il y a un mort quasiment mais toutes les 10 minutes et qu'à chaque fois c'est une mort très différente d'un point de vue visuel et que en termes d'effets spéciaux pratiques, de conception de créatures, d'effets spéciaux en dur avec du latex et tout ça, le film c'est une petite merveille. C'est pas la meilleure série B du monde, c'est absolument pas le nanar que j'avais en tête quand j'ai lu le résumé en fait à l'époque. C'est oui, encore une fois, c'est un film de vidéoclub. C'est totalement un film de vidéoclub avec tous les excès que ça peut comporter. C'est un film d'une époque et oui, encore une fois, il est très ancré dans les années 90, dans ce truc post-Scream. Mais je pense que le film qui cherche à imiter, c'est avant tout Une nuit en enfer. Bref, voilà. Et dernier petit détail aussi, on parlait avant de Richard Darbois. Alors moi, quand je l'ai vu, je me rappelle plus du tout si c'était en VO ou en VF, mais quand je l'ai revu, donc là il y a quelques jours, c'était en VF et effectivement j'avais aucun souvenir que c'était Richard Darbois qui doublait le génie. Et même si sur le papier le fait de donner à Richard Darbois le rôle d'un mauvais génie ce coup-ci après l'excellent taf en fait qu'il a fait sur Aladdin de Disney, moi je dis pas que ça m'a sorti du film, mais ça m'a posé un petit peu problème parce que entre les rôles que doublait Richard Darbois dans les années 80 et ceux qui doublaient dans les années 90, c'était pas tout à fait la même chose. Richard Darbois dans les années 80, c'est quelqu'un qui doublait beaucoup de méchants, le plus connu étant Biff Tannen dans Retour vers le futur, mais après petit à petit, il est venu progressivement en fait à doubler des gentils, que ce soit Ray dans SOS Fantôme ou que ce soit son rôle le plus connu, donc Harrison Ford avec les Indiana Jones et même le Buzz l'éclair et le génie et tout ça. Et pour moi, enfin, même si encore une fois j'ai parfaitement en tête sa voix dans Retour vers le futur, pour moi la voix de Richard Darbois en fait elle est tellement cool, elle est tellement chaude que le voir, enfin l'entendre plutôt doubler un méchant, je sais pas, il y a un truc qui me dit ah c'est Richard Darbois, c'est trop cool, ce qui fait que ça me sort un petit peu du truc. Et en fait, à l'époque, enfin, je sais pas, je comprends en fait le choix artistique sur le papier, ça paraît extrêmement logique. Quand il double l'acteur, donc sans son maquillage, je trouve que ça fonctionne parfaitement parce que l'acteur, il joue un personnage qui est très charmeur, très séducteur. Et qu'est-ce que tu veux avoir comme voix plus séductrice en fait que celle de Richard Darbois, quoi. Mais quand il interprète le djinn, je trouve qu'il y a un truc en fait qui est un petit peu à côté et quand il se met à parler en fait j'ai plus l'impression qu'il va me sortir les résultats des Energy Music Awards, tu vois. Enfin il y a un truc qui me sort un petit peu du truc, quoi. Bref, voilà, donc, mais encore une fois c'est vraiment pas grave et je regrette de pas avoir eu le temps de voir les 2, 3 et 4, mais apparemment c'est pas très très bien ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Le 2 on fait la est transition sympa. vers les suites. Mais le 3-4 c'est horrible. Hein. Faut parler. Alors, le 2 est dans la continuité du 1. C'est toujours Andrew Divoff qui joue le djinn. Il y a moins de budget. Tu le ressens. Pour le coup, c'est le principal défaut. Et Jack Sholder a eu moins, je trouve, de vision que son prédécesseur, Robert Kurtzman. D'ailleurs, il nous l'avait dit, hein, quand on lui a proposé le premier Wishmaster, il était en mode bref, voilà quoi. Donc il est venu en espérant un peu corriger la faute d'avoir loupé le premier. Il revient, c'est quasiment 3 fois moins de budget. Et tu le ressens dans le sens où c'est déjà plus cheap. Et Andrew Divoff joue différemment. Il y a un petit souci de direction d'acteur. Dans le premier, le djinn, quand il est humain, il s'éclate, c'est un petit connard, il a un petit sourire en coin, il a un peu de nuance si tu veux. Tu sens qu'il fait un petit peu... il prend plaisir à se balader dans le monde des humains, il arnaque les gens, voilà. Dans le 2... il est monolithique. Il a toujours ce petit sourire de merde tout le temps, mais il le garde tout le long. On dirait plus un PNJ méchant d'un jeu vidéo qui en je fais quelque chose de méchant, tu vois. Oui, moi je trouve qu'on dirait une caricature de série télé pour exactement. enfants. Ceux qui auront la ref, moi il me fait beaucoup penser dans le 2 à Dave le diamantaire dans Sabrina l'apprentie sorcière. Pour ceux qui visualiseront, c'est une caricature de mafieux, pareil avec un petit costard qui est mutique, qui parle très peu, avec une grosse bagouze, tu vois, voilà. Et, du coup, il a pas autant de charisme que dans le premier. Cette caricature, t'as très bien trouvé le mot. Cependant, dans le 2, les scènes de meurtre sont tout aussi folles,
Notamment un mec qui dit « Mon avocat, j'aimerais qu'il aille se faire foutre ». En anglais, « He can go fuck himself ». Et il va littéralement se fuck himself dans une séquence totalement folle où les jambes de l'avocat s'arrachent à moitié du mec, se retournent et le mec s'auto-baise. Et voilà, ou un mec qui dit « Fais-moi sortir de prison, je veux passer à travers les barreaux ». Et en fait, il passe littéralement à travers les barreaux dans une scène qui est dégueulasse. Donc il y a quand même des trucs qui valent le coup dans le 2. C'est toujours Richard Darbois qui double le Jean, même s'il y a beaucoup moins d'argent. Ça vaut le maquillage est encore vachement cool. Il a encore le personnage, même s'il est plus caricatural. Donc voilà, ça vaut le détour. Le 3 et le 4. Je sais pas si vous les avez vus ici. Lily Mylène. Ah, c'est horrible. Moi, je l'ai vu, ouais, j'ai vu. Eh ben, je les ai vus, mais c'est un trou noir. C'est-à-dire que vraiment, c'est un film totalement oublié et oubliable. Je les ai vus une fois et je m'en souviens pas du tout. Le pire, c'est que les suites, c'est vraiment, ça part du 2 et ça essore de plus en plus. J'ai vraiment un souvenir du 4 où là, on est sur les fonds de tiroir avec des persos qui font des vœux complètement pétés et on nous sort le personnage qui est en situation de handicap suite à un accident et qui du coup va avoir le vœu de remarcher, va être un personnage exécrable, les Final Girls, enfin, pas des Final Girls, mais on va dire les survivantes, et ben en fait c'est de pire en pire, elles sont de moins en moins écrites, elles sont complètement pétées aux manettes, et les fins de films sont en roue libre totale. Je comprends même pas comment après le 2 on a pu faire des suites, parce que vraiment au bout du 3e film on comprend totalement que ça va partir en couille et que c'était pas nécessaire quoi. Moi, je sais que le 3 et le 4, je crois qu'ils sont pas disponibles en France, du moins pas en Blu-ray, alors qu'ils ont été édités en Blu-ray aux États-Unis, mais je comprends pourquoi, en fait. Vraiment, le terme interdit concernant ces suites, c'est tourner en même temps, back-to-back. Ce qui est jamais un bon signe, en effet, quand tu pars là-dessus. Beaucoup moins de budget, aussi, et ça part en délire total au niveau, on l'avait dit, du maquillage de Jean, même au niveau de ce que le Jean fait. C'est-à-dire que dans le 4, il y a une bagarre de ruelle avec le Jean. Genre, en plein jour, le truc qui n'est pas censé arriver dans les premiers, toi, ils s'en battent les couilles. Et là, tu vois, j'ai la séquence devant moi, c'est en effet un mec pas en gris. Voilà. Ils ont plus rien à foutre. Et c'est lequel, celui avec un sein, là? Il y en a pas un avec un sein, là, un archange, je sais pas c'est c'est le 3, je crois. C'est le 3, il me semble. C'est ça, dans l'église, là, il y a l'archange et tout. Je suis pas sûr, mais bon, on ne voudra pas si on mélange les deux. Et puis du coup, tu perds aussi Andrew Divoff, qui est l'attraction principale des deux premiers, niveau charisme. Et là, ça change d'acteur pour le Jean à chaque fois. Dans le 3 et le 4, c'est un mec différent. Et c'est littéralement Eric de la DSI, tu vois, qu'ils ont choisi en mode allez, viens. Ah ouais, mais... Il a aucun charisme. En plus, il a un petit bouc de merde. Enfin, il y a rien qui va. Mais le 4, il est à 2 doigts de partir en porno TMC, hein. Franchement, ça part... c'est à 2 doigts. Hein. Quand tu vois les acteurs et tout, tu dis... Oh là là, c'est trop tard sur la TNT là. Mais c'est cette ambiance-là, ce type de tournage, ce type de musique, ce type d'atmosphère. En plus, c'est genre le Jean, c'est genre un avocat qui finalement est plus l'avocat, qui veut pécho la meuf, qui a déjà un mec, mais ça se passe mal et tu comprends. Le Jean, il est là pour essayer de régler sa life. J'ai déjà eu mal à la tête rien que de moi. Quelques points intéressants quand même. Il faut savoir que Robert Kurtzman, le réalisateur du premier, a été contacté par le studio pour réaliser le 2 pendant le tournage du premier. Donc il savait que ça allait marcher quand même. Ils avaient flairé le bon truc. Mais quand on lui a dit « Non, c'est destiné au marché de la vidéo », il a fait « Vas-y, je me casse ». Le scénariste du premier, Peter Atkins, n'a même pas été contacté. Après, c'est quand même lui qui l'a écrit. Il se plaint dans le making-of qu'ils ne l'ont même pas contacté pour la suite. Il est un peu déçu. Et il y a eu un projet de Wishmaster 3 écrit par Andrew Divoff lui-même, qu'il a déjà un petit peu évoqué à droite à gauche, qui s'appelait Wishmaster 3, le 3e millénaire, qu'il a écrit en 99 et qui était très inspiré de la panique de l'an 2000 à l'époque, parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, il y en a eu un petit vent de panique au moment où on passait à l'an 2000, et il s'est inspiré de ça, et alors il a déjà parlé du scénario, il disait « Le scénario de Divoff a débuté avec un navire de guerre américain frappé par un missile en Asie, tandis qu'une réunion à l'ONU serait interrompue par des créatures prenant vie, sans savoir si c'est les djinns ou pas, parce qu'il n'a pas dit tout ce qu'il y a dans le scénario, et tuant la foule à l'ONU, on retrouve ensuite quelqu'un, sans savoir si c'est un des soldats de la séquence d'introduction, un soldat américain, dans le désert, qui trouve la pierre précieuse en question. On n'en sait pas plus. Divoff a juste dit en convention que son scénario était vachement plus intelligent que ceux du 1 et du 2. C'est un peu audacieux de sa part. Après, c'est pas très dur à faire non plus. Je suis pas sûre, moi. Je pense que ça aurait pas été forcément mieux, tu vois. Je serais curieux de voir son
sa vision du djinn. Je serais curieux de voir ce que ça aurait donné. Il faut savoir qu'il a quand même filé le scénario aux producteurs qui ont dit c'est trop ambitieux et trop coûteux à réaliser. Donc ils ont opté pour le scénario du 3 et du 4 qu'on a connu nous. Et ils l'ont quand même fait lire à Andrew Divoff. Et Andrew Divoff a détesté et s'est cassé. Voilà. Et du coup, est-ce que le djinn dans le 3 et 4, c'est le même djinn que dans le 1 et le 2 ? Non. C'est d'autres djinns. Ouais. On va passer au dernier point quand même, le point qui nous intéresse ce soir, le point novélisation. On le rappelle que l'épisode a été un peu fait en partenariat avec Faute de Frappe Édition, qui ont lancé une collection qui s'appelle Compact Aurore, qui est une collection de livres de poche à 10 € le livre, pas plus, pas moins, qui réédite des classiques en intégralité. Je pense à Slugs de Sean Hudson, qui a été publié dans la collection Gore à l'époque, d'une mythique collection des années 80, dans une version censurée, et là, t'as le pavé non censuré. Il y a des classiques, il y a La Nuit des Morts Vivants, de John Russo, quand même. Il y a des originaux, il y a un Amityville écrit par David Didlow qui arrive. Et il y a Wishmaster, la novélisation, qui est écrite par Christian Francis, mais qui a été écrite en 2020. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a un éditeur américain qui s'est mis à publier des novélisations de films qui n'ont pas de novélisation. La novélisation de films, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas connu cette époque goldée, c'était un moyen pour les studios de multiplier les façons d'expériencer un film qui sortait. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas de streaming ou de DVD, donc le seul moyen de revivre le film au complet, ça passait avant tout par ça. Il y a des auteurs qui ont même fait une carrière, je pense à Alan Dean Foster. Si vous avez une novélisation, il y a une chance sur deux que ce soit lui qui l'ait écrite. C'est lui qui a écrit Alien, Robocop, tout ça, et on écrit toujours encore, les novélisations Star Wars, c'est lui. Ça sortait un peu en soutien d'un film, et c'était surtout vendu en supermarché, et pas trop en bibliothèque, ni en librairie. C'était des trucs dédiés vraiment au grand public, consommation de masse. Et ça avait une durée de vie très courte, puisque dès qu'un film n'était plus en salle, c'était beaucoup moins utile, et la plupart repartaient chez l'éditeur, et l'éditeur, au lieu de les garder, il les foutait au pilon, donc les livres étaient détruits. Tu sais qu'il y a des novélisations qui partent assez cher maintenant. Je pense notamment à la novélisation d'Halloween 1, 2 et 3, qui partent à plus de 100 balles. Elles sont jamais sorties en France, pour l'instant, et pour les choper, c'est l'enfer. Et celle de Freddy, elle valent de l'argent ou pas ? Ouais. Ah je Freddy, l'ai moi. vendredi 13. J'ai Freddy j'en 1, ai 2, une de 3. Freddy aussi que ma petite sœur elle m'a acheté. Moi, j'ai Men in Black. Ça, par contre, je suis pas sûr. Non, mais ce que je me suis dit, c'est quand Peut-être même dans 20 ans. improbable de se dire ouais, Men in Black, ça passe bien en roman. tu peux peut-être la revendre aux 2 fans de Man in Black qui restent. Par contre, j'ai Tron, Bibliothèque Rose. Ça, c'est classe. Ça, c'est beau. Ouais. Il y a plein de types de novélisations, t'en as dans des collections spéciales, etc. J'ai lu, et c'est Dos Violet qu'on a tous connu aussi, on a sorti des dizaines et des dizaines. Tu vois, chez moi, j'ai Krull, pour ceux qui connaissent ce film des enfers. Mhm. Donc voilà, arrive Faute de Frappe, qui se fait un petit plaisir à en rééditer certaines, et Wishmaster, qui a été écrit en 2020, avec comme idée d'adapter le scénario original de Peter Atkins, au lieu de juste recopier le scénario du film qu'on connaît. C'est l'avantage. Mathieu, toi tu l'as lu en entier. Qu'est-ce que tu en as pensé, cette novélisation ? J'ai bien aimé, j'ai relu le bouquin avant de revoir le film, et en vrai il n'y a pas énormément de différence, dans le sens où je crois qu'il y a peut-être 2 chapitres qui sont inédits par rapport au film, qui sont pas forcément indispensables. De mémoire, il y a une visite à l'hôpital où l'héroïne en fait prend conscience en voyant plusieurs victimes du djinn dans le coma, les unes à côté des autres dans la même chambre d'hôpital, que effectivement c'est pas dans sa tête, il y a bel et bien en fait quelqu'un qui lui veut du mal. Quelques petits dialogues qui changent par-ci par-là, mais je crois que la plus grosse différence entre ce qui est à la fois dans le bouquin et dans le film, ça concerne le personnage de Josh, qui dans le roman est une espèce de gars un peu balourd, un peu gauche, c'est une espèce d'amoureux transi en surpoids qui est pas forcément à l'aise avec lui-même et qui essaie de déclarer sa flamme à Alex, mais il s'y prend un petit peu de manière un petit peu maladroite, ouais. Et dans le film, c'est une espèce de beau gosse quoi, qui roule en décapotable et qui est sûr de lui et je m'attendais pas à ça en fait. En revoyant le film, je me suis dit ils ont transformé le personnage, ils en ont fait vraiment l'opposé complet quoi. Donc voilà, mais c'est pas un gros changement non plus, mais c'est celui en tout cas qui m'a le plus fait je vais finir cette phrase un autre jour. C'est celui qui m'a le plus questionné. Rendez-vous au prochain épisode. Il fait 30 degrés, j'ai chaud. Lily, toi aussi tu l'as lu un petit peu. J'ai pas fini parce qu'en fait c'est ma grosse limite avec les novélisations.
J'en ai eu quand j'étais gamine. J'en ai eu de chez Fleuve Noir, une novélisation Buffy. J'en ai eu beaucoup. J'ai eu les Sabrina aussi. Et en fait, déjà jeune, j'avais du mal parce qu'en fait, je m'apercevais que ce truc, je l'avais déjà vu. Donc, je connaissais les tenants et aboutissants et du coup, j'arrivais pas à rentrer dedans parce que je savais déjà ce qui allait se passer. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Wishmaster, malheureusement. Cela dit, j'ai trouvé que le travail d'écriture était beaucoup plus quali que ce qu'on pouvait trouver dans les années 90-2000 et qu'il y avait un beau taf de traduction, pour le coup. C'est honnête. Faut savoir que Christian Francis, c'est un mec qui a pas mal écrit niveau bouquin horreur. C'est pas un mec qui sort de nulle part et qui a écrit ça pour le fun. C'est un auteur qui a beaucoup de bouquins à son actif et qui aime bien la novélisation parce que outre Wishmaster, il s'est tapé un délire, il a adapté en novélisation Créature avec Klaus Kinski. Oula. Tu connais ce film? C'est maudit. comme Men in Black, c'est improbable quoi. En Ouais, roman. Ah ouais. Voilà. Il remplit des trous qu'on ne pensait pas exister et juste pour ça, moi je le remercie. Alors qu'il y a Komodo, quoi, merde. Oui, on veut une Ouais, novélisation Faites une de novélisation Komodo. de Komodo. Horrible, Faute de frappe, horrible. Komodo par David Didlow Non. ou un truc. Ah, Dario, il est chaud, il la pond en 2 jours. Dario, je fais 50 € le feuillet si tu T'as un potentiel de franchise, tu fais Komodo, Komo 2, t'es tranquille, ça peut y aller. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez d'autres idées pourries comme ça. Faut savoir qu'il y a d'autres bouquins dans leur collection qui ont été adaptés en film, dont Slugs, avec des limaces qui bouffent des gens, pour ceux qui ont vu aussi ce film assez sympa. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de Oh, n'importe quoi, mais un roman très sympa et très dégueulasse au passage, où le mec a vraiment pris le concept de limace qui tue des gens, et il le dit lui-même dans la préface du livre, c'est vraiment... t'es pas là pour réfléchir, c'est pas politique, c'est que dalle, c'est des limaces, ça bute des gens. Et il te fait un truc qui tue avec. Donc voilà, moi je serais plus positif que Lily quand même, parce que ce que tu perds en visuel cool d'effets spéciaux gore, tu gagnes en fait en perdant l'aspect 90s dégueulasse du film. C'est-à-dire que c'est pas filmé avec le cul, tu peux quand même mieux te projeter, et donc les scènes rayonnent mieux dans ton cerveau. Parce que quand tu regardes Wishmaster, il y a quand même un côté vintage un peu dur par instant. Tu perds Richard Darbois, mais tu gagnes en qualité, je pense, de projection mentale, je sais pas comment dire. Non, mais je suis d'accord avec Lily, c'est D'imagination. compliqué quand t'as vu le film de lire après le bouquin. Enfin, moi j'ai eu du mal à démarrer la lecture et tout. Je pense que j'aurais préféré lire le bouquin avant. Moi, c'était l'inverse. Oui, j'aurais peut-être dû faire ça. C'est peut-être ça. Par contre, faut savoir aussi que le bouquin s'accélère plus sur la fin, et il s'éclate plus dans la dernière partie du bouquin. Je sais que Lily, tu l'as pas fini, donc peut-être que ça joue. Mais par exemple, la séquence de la fête qui part en couille avec tous les meurtres est plus gore dans le bouquin, et c'est un peu plus fait plaisir que dans le film. Ouais, il y a littéralement 20 pages où chaque mise à mort est détaillée pendant un long moment, et tu sens C'est vraiment ça. toute la souffrance de chaque personne à qui il arrive des trucs épouvantables. Donc juste pour ça, tu vois, ça vaut la lecture. Et on le rappelle, c'est pour ça qu'on a un peu accepté ce partenariat, c'est que l'idée de cette collection, c'est de remettre en avant ce genre de littérature, parce que la littérature horrifique en France, c'est compliqué, on va pas se mentir, à un prix abordable. C'est 10 € le roman, dans une édition cool, en plus avec souvent des préfaces, et des préfaces de gens plutôt sympas, on spoilera pas ce qui arrivera en fin d'année. Et puis tout est dans la description, si vous voulez quand même voir la collection. Il y a ça, il y a La Nuit des Morts Vivants, il y a Slugs, il y a Wishmaster, il y a Destination Amityville de David Didlow le mois prochain, il me semble, Ouais. et Bloody Glove en fin d'année, c'est la première saison. Faut savoir qu'ils ont quand même pété un câble et qu'ils ont fait une affiche pour la collection par Laurent Melky, célèbre affichiste. La collection est tue, il y a le Wishmaster, Freddy Krueger et des limaces sur l'affiche. Et Melky, c'est la personne pour faire ça. Mais les pochettes, elles sont trop belles. Hein. Ça Oui. fait vraiment collection à l'ancienne et tout. C'est vraiment cool. La collection est pète. Et d'ailleurs, ils ont pas que ça en termes de romans horrifiques, puisqu'ils ont pas que cette collection. Ils ont réédité le bouquin de David Didlow sur la collection Gore, qui était introuvable pendant des années. Ouais. Oui, j'ai vu C'est ça. un gros bouquin. Et depuis, ils font des recueils de nouvelles horrifiques avec des auteurs et des autrices. On va, sans plus tarder, passer à l'avis des auditeurs. Pour finir, on va commencer avec Lionel Bosch 2410, que j'aime bien. Je suis content de le mettre pour une fois dans l'avis des auditeurs. C'est quelqu'un qui a découvert le podcast il y a genre 2 mois. Et en fait, chaque jour, j'ai un commentaire de lui sur YouTube à l'épisode qui se fait tous les jours. Trop content d'être là. Donc, son premier avis des auditeurs, il a écrit... Yes, une saga avec un gros potentiel, mais pas vraiment bien écrite. Je retiens surtout le dénouement du premier qui est particulièrement malin.
c'est pas les termes que j'ai utilisés. Tu liras ses commentaires, il est rarement d'accord avec toi, donc c'est cohérent pour le Parfait. coup. HK. Alors tout à l'heure, on parlait de tarte aux pommes et de tarte aux sneakers. Ça m'a fait rire parce que lui aussi part dans l'analogie culinaire. Prenez un kebab, un peu trop gras et aux oignons trop forts, mais avec de la viande grillée pile poil comme il faut et bien généreux en frites. Et bah Wishmaster, c'est un peu le kebab du cinéma d'horreur. Tu comprends bien cette comparaison, Romain? Sauf que Roman ne digère pas le kebab. Bah c'est Moi, ça. Est-ce que Wishmaster te fait l'effet d'un kebab, Romain? C'est important ça. Non, j'ai pas vomi. Le peuple ne saura pas. Laissez-moi tranquille, on en reparlera un jour. Mais le peuple sait déjà. Je crois peuple- qu'il y a plus, je crois qu'il y a plus de mystère. Hein, Non, il n'y a plus de mystère. Ce truc avait été raconté dans la FAQ. La FAQ, je l'avais Mais raconté. bien sûr que oui, tu l'avais raconté dans la FAQ, ça. Ouais, il me Oh semble. merde. Ah ouais. Ah bah voilà, bah le peuple sait le C'est le foutu. kebab interdit. Bref, je continue à lire ton avis parce que c'est pas Le fini. livre de Romain, le kebab. Les oignons indigestes, ce sont les VFX. Le gras, c'est le casting. La viande parfaitement grillée, c'est Andrew Divoff. Et les généreuses frites, ce sont les effets spéciaux pratiques. C'est pas très digeste, mais ça procure un plaisir immédiat. On a pensé à de la bouffe en regardant ce film. Je pensais à la même chose, sauf qu'il faut rajouter un sneakers dans le kebab. Une tarte aux sneakers. Voilà, qui putain, fond mais sur la viande. Des vieux C'est crado, là. dégueu. Attends, parce que ça continue après en analogie culinaire. Laïd Seguir qui a dit « Après le gin tonic, le gin toxique ». Putain, c'est un bon nom pour l'épisode en vrai, je trouve. Toxique. Premier opus d'une saga malheureusement maltraitée par les studios. Malgré un pitch de départ excellent, il garde le charme de la nouveauté et un design issu d'un budget. Il manque un mot, Laïd, là. D'un petit budget, j'imagine, où on y croyait encore. Ensuite, c'est Punky qui est là. Alors, merci pour avoir débloqué un souvenir en prononçant le nom du film à la fin du dernier podcast. Le souvenir de cette VHS chez une amie fan de films d'horreur quand j'étais ado. Je l'avais jamais vu, mais le Wes Craven présente m'avait toujours intrigué. Du coup, je l'ai regardé ce week-end pour la première fois et quelle pépite! Il y a tout ce que j'aime dans ce film, le rythme d'un slasher bien moyen, plus l'ironie de la mort façon destination finale. Bref, c'était la promesse de voir plein de belles surprises, et le ride ne m'a pas déçu. Médaille d'or pour le directeur de plateau du doublage VF, qui a décidé de proposer le rôle du djinn à ce bon Richard Darbois, aka le génie d'Aladin. Un détail qui rend le film encore plus savoureux en VF. Gros coup de cœur, j'ai donc enchaîné direct avec le 2, et c'était emoji pouce en l'air. Normal. Il y a un mec qui s'auto-encule, donc de là. On va continuer avec Topor pas mort, qui a écrit Tout est dans le nom, un film d'horreur version Wish. Ça se regarde et ça s'oublie vite, mais ça reste un bon petit divertissement bis. Ouais. Topor pas mort, qui, je précise, en fait, qui est Nicolas, qu'on avait reçu pour l'épisode sur Ghostwatch. Voilà. Ah, coucou, Nicolas. Nico. Ok, bah oui. Moi, j'étais pas là, du coup. Directeur mais... du festival au moment. Commandeur Guigui, il a écrit « Je kiffe ce film, tellement sous-coté, une tentative de nouvelle franchise de méchants pour ne pas avoir que des Freddy, par exemple. J'adore, et aucune voix pour le FN. » Ah. Je sais pas, j'aime beaucoup. Graines de violence podcast, premier film d'horreur vu en salle. Tout seul comme un grand à l'âge de 12 ans, il y avait personne, sauf un couple interloqué qui m'a demandé si je m'étais pas trompé de salle. À la fin, j'avais adoré, eux avaient détesté, je l'ai revu récemment et je les comprends un peu mieux. Tristesse. Oh. Oh. Du coup, il était peut-être interdit au moins de 12 ans en France, alors on revient là-dessus. Ben, j'ai un doute, hein, vraiment, j'ai un gros doute, parce que Ouais. Quartier Interdit, dans mon souvenir, c'était des films qui étaient moins de 16. Après, peut-être qu'il y avait des exceptions, tu vois, mais le souvenir que moi j'en ai, c'est un truc moins de 16 avec un petit rond rouge en bas à droite. Mais après, voilà, encore une fois, je peux me tromper, mais je suis allé vérifier tout à l'heure dans le bouquin de Sylvain Perret sur tous les films qui sont passés dans l'émission de Jean-Pierre Dionnet, et c'est bien décembre 99 dans Quartier Interdit. Donc après, voilà. De son côté, Wind McFly. J'adore Wishmaster, petit film bourré d'humour avec des mises à mort réjouissantes et beaucoup de cruauté. Vrai aussi. Ouais. Ça résume très bien, hein, c'est... Mystic Nisa, vu 3 fois au cinéma. Original et gore, le sourire de Divoff m'a hanté de longues nuits. 3 Vrai. fois au ciné. Putain. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais à l'époque, on n'avait pas autant de services de streaming, hein, on se faisait chier. Non, mais c'est vrai. Et C'est vrai. et les places de cinéma en province surtout étaient vachement moins chères aussi. Ouais, quand même quoi, Wishmaster 3 fois. Putain, 3 fois en salle, ouais, ça oui. devait être intense. Hein.
bah c'est bon, ça va. J'ai vu 2 fois en salle les 11 commandements, c'est bon. Non, mais toi, t'as un souci avec Michael Youn, c'est pas pareil. Toi, c'est autre chose. Hein. Lucie Diet a tenté de faire un peu de mentalisme et a écrit Dario n'a pas aimé. Eh bah, loupé. Eh bah non. Bah non, dommage, Voilà. dommage. Change de métier si t'es mentaliste. Bien tenté. Il aime les tartes Voilà. au je sais Dario plus aime quoi, la- les sneakers, là où je... Bah, Dario aime la pâte feuilletée et les sneakers dessus. Voilà. Oui. Oh. Maud Gilles, elle a déjà envoyé des avis. Je l'ai déjà engueulée parce qu'un jour, elle avait utilisé le terme nanar un peu n'importe comment avec un D à la fin. Je suis désolé, déjà, je m'excuse, je m'en suis voulu, même si je la vois qu'elle est toujours là, donc voilà. Mais je vais encore l'engueuler aujourd'hui parce qu'elle a envoyé clairement mon plaisir coupable. Incroyable Andrew Divoff qui tient le film. Plaisir coupable. Je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, faut arrêter avec ce terme. Faut arrêter. Il y a que des plaisirs assumés. Il y a rien qui est coupable. Sauf si on le redit, mais... Mais après, peut-être parce que nous, on est tordus aussi. Hein. Je sais pas, moi, j'ai pas de plaisir coupable, mais parce que Oui. je suis un peu taré, tu vois. Et du coup, on est inclusif en fait chez les jumpscares. C'est ça. Il n'y a pas de plaisir Ici, y a coupable, pas de culpabilité. Après, que du plaisir. après si, moi je vous avoue que j'aime bien camping et que là je parle de plaisir coupable. C'est pas coupable si t'aimes. Mais y a pas de culpabilité à avoir. T'aimes un film, c'est tout, quoi. Enfin... Je sais pas. Romain, en fait, il prépare quand on va parler de Leprechaun, je crois. Trop ou Doom, etc. C'est vrai que là, tout de suite, vous voyez pas, mais il porte un slip les prochains et un t-shirt les prochains. C'est un peu gênant. Et une Non, casquette les Alors, prochains. J'ai... non, j'ai actuellement un splendide caleçon de Thanos, si vous voulez savoir. Waouh. Et ouais. Maintenant, vous saurez que ces podcasts est enregistré en calbar. En calbar de gros baiser, du coup. Exactement. Ah, bah, on est à fond, on donne tout. On va finir avec fucking Cinéphile qui nous a écrit un sous Hellraiser, sauce bis, à forte tendance Z, tout en sévice, en humour noir et en faux raccord, ou un jean pas commode. Et sadique vient bousculer notre dimension et faire mumuse avec les vœux de gueule populaire de l'horreur. Cœur sur le 2, mais ses autres suites sont à chier. Un beau résumé de la franchise. On va finir, avant de se quitter, avec un petit point, 2 petits points. Le premier sur le Stabaton qui arrive très bientôt. Rappelle-nous une énième fois ce que c'est que le Stabaton, Mylène. Oui, le Stabaton, c'est un festival que j'organise à Dampierre-sur-Bèble les 12 et 13 juillet qui met à l'honneur les slashers, encore et toujours. Et donc cette année, on va diffuser tous les Freddy, sauf le remake parce que c'est de la merde. Et on va diffuser Détention le vendredi et Maxine en avant-première, donc le 13 juillet à 14h. Du coup, le samedi, avant Freddy 4, 5, 6, 7 et Freddy contre Jason. Il y aura de nombreuses animations, des stands de livres, avec une sélection de bouquins que j'ai faites. Donc, il y a peut-être des livres sur Buffy qui seront dans la sélection. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais il n'y a pas de livre sur Komodo. Voilà, c'est moi qui fais la sélection, je fais ce que je veux. C'est dommage. Parce qu'il y en a pas encore, Non, il je y suis en en a train pas. d'écrire. C'est vrai. Dario est en train de l'écrire l'année prochaine, il viendra les signer. Il m'a demandé d'écrire la préface. Mais par contre, à l'entrée du cinéma, On on sait vendra les s'entourer bocaux de fils de Lily, si vous voulez, voilà, parce que... Alors, je le répète parce que t'es d'une humilité monstrueuse, mais Maxine de Ty West en avant-première. Oui, on a réussi. Dompierre. Ça a été compliqué, parce qu'en plus, ils ont changé de distributeur entre-temps, ça a été toute une épopée, mais après plusieurs mois de bataille, on a fini par l'avoir en avant-première, donc je suis très très contente, et du coup, on l'a le samedi après-midi. On a hésité un peu parce que ça faisait 10 films, on s'est dit les gens vont être fatigués, on va peut-être les tuer. Et après on s'est dit ça va, ils dormiront la semaine d'après, ils récupéreront. Mais en tout on a 10 films, animation, stand, des tatoueurs qui vont faire des super flash tattoos avec la tête d'Elvira, de Freddy. On a aussi des petites créations que j'ai pu déjà voir, des créations en verre et tout, avec la tête de Ghostface, des choses qui sont assez incroyables. Donc j'ai trop hâte que vous découvriez ça. On a aussi cette année des petits éco-cups avec Welcome to Primetime Beach dessus. On aura des cocktails avec et sans alcool, les Freddy's et les Nancy's. Et puis voilà, une table ronde Ça, c'est cool. sur l'âge d'or du slasher avec Marie Casabonne et avec Lily, qui est ici, je sais pas, vous la connaissez peut-être. Elle aime des trucs un peu pétés, mais elle est sympa. Et il y aura aussi moi. Elle ramènera, pour les gens qui écoutent Jumpscare, des bocaux de pisse dédicacés. Ouais, je vous les personnalise sur place si vous voulez. Elle Il y en peut a même 200, pas plus. Voilà,
Si vous voulez que je boive une boisson particulière avant de le remplir, voilà, n'hésitez pas. Ça fait 2 mois qu'elle ne boit que du jus de pomme. Elle n'en peut plus. Et qu'elle mange des endives. Exactement. Des asperges. Des asperges, pardon. Et donc voilà, vous aurez l'occasion de rencontrer quand même la partie lyonnaise du podcast, puisque Mathieu va présenter un film, Lily aussi va présenter des films, faire une table ronde, et Amélie m'aide dans les animations. Elle fait les animations comme personne. Elle les fait jusqu'au bout de la nuit avec moi, et il y aura de nombreux lots à gagner, avec notamment des Blu-ray du Chat qui fume, d'Extra Lucide Film, des Blu-ray de chez Pulse aussi, des livres, des goodies de chez Shadows. Il y a des bouquins de faute de frappe dedans. Alors, dans les trucs à gagner, non. Mais il y a un stand avec des bouquins de faute de frappe. Notre librairie aura des produits de chez Pulse et de chez Faute de Frappe à vendre. Donc, du coup, on aura fait une petite sélection. On a très très hâte de vous la présenter. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, dormez bien jusqu'au 12. Et puis, à partir du 12, vous dormirez plus, quoi. Voilà. Mais ça va être sympa. Quel plaisir de finir après 2 jours de nuit blanche sur Freddy contre Jason. Je le dis à chaque fois, mais faut le souligner. Il y aura toutes les informations dans la description de l'épisode pour celles de ceux qui sont intéressés. Il faut savoir que les Nantais de Jumpscare ne seront pas là. Dario, pas la peine de venir le chercher pour ses avis désastreux. Il est pas là, il est en vacances. Et je serai à Japan Expo pour quelque chose lié à Jumpscare. On en reparlera bientôt. Voilà, c'est un peu compliqué à gérer, mais on sera pas là nous. Mais on essaiera de venir l'année prochaine pour le Léprechaunton, du coup. Putain. Non mais vous pouvez voir la belle affiche faite par Romain et le site internet qui a été fait par Lily avec toutes les infos pratiques justement pour les logements, pour venir. Et j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient que c'était mal situé, que c'était pas possible de venir. Alors déjà, pourquoi tout devrait se passer à Paris ? Et il y a une gare, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et c'est au milieu de la France, donc ça va. Franchement, ça se fait. C'est la campagne. Il y a l'électricité. Il y a l'électricité et on a même l'eau potable depuis peu. Alors franchement, venez nous voir. Il commence à avoir le Covid à Dompierre. Un peu de retard. Non, c'est le palu qui vient d'arriver là. Et surtout, le principe de beaucoup de festivals, c'est de ramener du public dans des endroits excentrés, des petits villages, comme c'était le cas au départ pour Rock en Seine ou le festival maudit du Hellfest. Donc plutôt que d'aller voilà. Donc plutôt que d'aller voir les harceleurs sexuels du Hellfest, venez voir des gens sympas au Stabaton. Ouais, un festival sans nazi, vous allez voir, c'est sympa. Non, c'est cool. Je le redis, toutes les informations sont dans la description de l'épisode. On va finir sur un dernier point. Le point Discord de Jumpscare. Je le dis souvent dans les épisodes ou dans la bio, il y a un Discord spécial pour la communauté de Jumpscare qui est dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous rejoindre, c'est un Discord dédié aux films d'horreur et aux épisodes de Jumpscare. Il y a une communauté qui s'est créée, de base une communauté très fun, et il se passe des choses dessus à cause de Komodo. Encore le mot en cas. Il se trouve que cet épisode, c'est l'épisode le moins écouté de Jumpscare, mais c'est celui qui a créé le plus de lore quand même. Parce qu'il se trouve que on a une plateforme pour la communauté pour discuter, parler de films d'horreur, partager des films, etc. En 2 jours, il y a eu une sorte... Je sais pas pourquoi, à un moment, tu ouvres le Discord de Jumpscare et tout le monde s'est renommé en Komodo, machin. Donc il y a le coin du Komodo, il y a Welcome to Komodo Beach, tout ça. Il y a un culte qui est en train de se créer autour de Komodo. C'est n'importe quoi. Des gens qui n'ont même pas vu le film. Je suis en train de lever une armée. C'est ça. Komodo Army. C'est un spam. Donc si vous rejoignez le Discord, déjà c'est cool, merci. Mais surtout, vous étonnez pas si d'un coup il y a Komodario qui parle avec Komodachu. Des trucs devant moi. Qui parle avec H Komodo. C'est infini. C'est voilà. Faites pas gaffe. Tout va bien. Mais communauté plutôt cool. En dehors de ça. Merci Dario en tout cas pour les travaux. Je crois que Komodo n'a jamais aussi bien rayonné. Et peut-être qu'on fera gagner des DVD de Komodo, un de ces 4. Ouais. Voilà. C'est le moment de se dire au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à vendredi prochain. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast, Twitter, Instagram. 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, vous connaissez la musique. On se dit à vendredi prochain avec un gros épisode avec une invitée. On dira pas encore qui c'est. Mais le film, c'est Ginger Snaps. Le film donne quand même un indice sur qui vient, quand même. C'est assez simple, on peut... Ouais, un gros indice. Gros indice, mais bon, il y en a qui peut-être qui sauront pas. Ce sera la surprise en tout cas. Mais d'ici là, portez-vous bien. On se dit à vendredi prochain. Et votez bien. Salut. Salut.